Alors, nous sommes dans l'enceinte de la direction générale des forêts, la direction générale des forêts du ministère de l'Environnement et Développement durable. Nous y sommes pour parler des forêts de la République démocratique du Congo, parler de la gestion de ces forêts. Et pour en parler, nous recevons le directeur général de cette direction. Le portrait. Agronome de formation, José Ilanga fait de la lutte contre l'insuffisance alimentaire son cheval de bataille à travers la RDC. Son vœu le plus ardent est de démontrer dans la pratique de l'agroforesterie qui contribue à soutenir la production agricole dans l'arrière-pays, pour laquelle il est à ce jour un des experts nationaux. Cette expérience contribue aussi à la lutte contre les effets néfastes de changement climatique, ceci grâce à la séquestration du dioxyde de carbone par des arbres associés aux cultures vivrières. En sa qualité de haut fonctionnaire d'État, cet expert national s'investit dans le respect de la gestion durable et rationnelle de forêts congolaises en cherchant de canaliser les efforts de l'administration forestière. José Ilanga, directeur général de la direction générale des forêts du ministère de l'Environnement et Développement durable. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le fonctionnement de ces directions? Cette direction générale des forêts a été créée à la suite du réaménagement de cet organigramme du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il y a de cela, disons, c'est une nouvelle direction générale qui n'a que 2 années d'activité. Elle a essentiellement pour mandat de coordonner les activités de ces différentes directions techniques et non agir en lieu et place de ces directions. Donc la direction générale des forêts, c'est l'œil du patron de l'administration forestière du ministère en ce qui concerne le suivi de la mise en exécution, les plans d'action des services spécialisés dans des directions forestières, si on peut appeler ça spécialisées. Donc, y avait-il un besoin qui avait dicté la mise en place de ces directions? Vous savez, le secrétariat général de l'environnement, c'est un grand secrétariat général avec beaucoup d'activités. Et ce qui a, entre autres choses, milité à la création de la direction générale des forêts, c'est le besoin d'épauler, d'alléger la tâche au patron de l'administration forestière du ministère de l'Environnement et créer des entités spécifiques qui puissent au jour le jour ne regarder ou ne s'occuper que de l'exécution des activités de leur secteur et partant faire rapport à l'autorité compétente. Parce que, comme vous savez, dans les autres pays, il y a des directions, il y a des ministères des eaux et forêts. Nous ne l'avons pas encore, mais au moins la branche forêt a une direction générale qui ne fonctionne que dans le sens du suivi de l'exécution des activités du secteur forestier à travers le pays. 2 ans d'activité, qu'est-ce que ça donne déjà en termes de fonctionnement? Nous essayons de faire ce qu'il faut faire. Je crois 2 ans de fonctionnement, nous essayons de développer les grandes thématiques. En plus du fonctionnement normal des services techniques, nous essayons de développer des grandes thématiques qui puissent nous aider non seulement à utiliser durablement, mais à valoriser le secteur forestier de la RDC. Nous avons pensé, et c'est encore d'actualité, d'organiser les états généraux des forêts, puis c'est bien de dire que nous avons un potentiel forestier important. Comme vous savez, la RDC, c'est 10% des forêts tropicales au monde, c'est 50% des forêts tropicales d'Afrique, c'est 62% des forêts du bassin du Congo. C'est un potentiel forestier énorme, mais nous nous devons, au jour d'aujourd'hui, d'organiser les états généraux des forêts pour savoir où en sommes-nous, qu'est-ce que nous avons réellement comme potentiel et qu'est-ce que ça peut faire, comment les gérer durablement pour notre génération, mais également pour les générations futures. C'est ce que nous appelons développement durable, mais aussi qu'est-ce que le secteur forestier peut encore apporter à l'économie de notre pays. Je prends un cas tout simple. En 1984, les pays avaient organisé un symposium sur les ressources forestières, richesses à préserver. Nous sommes en 1984 et il était projeté qu'en 2000, en l'an 2000, la RDC, avec son potentiel forestier important,
allait produire 6 millions de mètres cubes de bois d'œuvre par an. Ce qui n'est donc pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas arrivés, même pas à 1 million de bois d'œuvre produits. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à une production qui est aussi autour de 250 à 500 000 mètres cubes. Donc nous tenons absolument à organiser ces états généraux des forêts. Ça, c'est une des ambitions de la Direction générale des forêts. Nous avons un potentiel forestier énorme qui doit contribuer non seulement à l'économie du pays, au PIB du pays. À l'heure actuelle, le secteur forestier, c'est à peine qu'il avoisine le 1% du PIB dans notre pays. Alors que si nous prenons qu'un pays comme le Cameroun... Le pourcentage des contributions? Mais le pourcentage est faible pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord, nos forêts, il faut beaucoup d'investissements parce qu'elles ne sont pas compétitives par rapport aux autres forêts d'Afrique centrale. Il y a un problème d'enclavement de nos forêts. Il y a un problème de rupture de stock. Il y a un problème surtout de gestion au quotidien par les entreprises, mais également du contrôle. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une bonne partie du volume de bois d'œuvre de la RDC qui passe par des frontières, surtout à l'est. Donc il s'agit de l'exploitation artisanale et le contrôle est difficile. Et heureusement que le ministère est en train de renforcer ses capacités de contrôle. Donc notre forêt, le secteur forêt ne contribue pas encore à d'autres. Et sans oublier le fait qu'au stade actuel, le secteur de l'exploitation forestière industrielle est frappé par les moratoires sur l'attribution des nouvelles concessions forestières. Nous allons parler de cette question du moratoire. Il est temps pour nous de prendre la rubrique Éco-découverte. On se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Éco-découverte. J'ai 3 photos qui m'impressionnent. J'ai la photo de cette femme ici, une femme courageuse, parce que moi aussi je suis une femme courageuse, qui a sur sa tête, elle porte quelque chose, elle porte un poids et elle est sur un pont en liane. Il y a aussi la photo des scieurs, ceux qui scient le bois. Et il y a aussi la photo de Chimanuka. C'est un animal, le Chimanuka, c'est l'ancien dans le parc de Kaouzi. Et quand tu regardes la photo des scieurs, derrière, il y a la photo du théier. Donc, il y a le thé. Vous voyez qu'on a tout coupé. Et je suis en train de dire qu'il faut protéger aussi ce qu'il y a. Parce qu'il ne faut pas seulement couper, mais il faut aussi reboiser. Et il faut essayer de voir qu'il ne faut pas demain qu'on ne trouve pas un autre Chimanuka. Donc la population doit savoir que c'est une richesse. Ce n'est pas seulement le cuivre, ce n'est pas seulement le coltan, ce n'est pas seulement l'or, mais la biodiversité, c'est une grande richesse. Ça me renvoie à réfléchir justement sur la peine que connaissent les écogardes ou encore les conséquences néfastes que subissent donc les écogardes. Aujourd'hui, c'est devenu un problème national lorsqu'on ressent une douleur parce qu'il y a une écogarde qui a été tuée, assassinée, car il protégeait la biodiversité. Pour nous, c'est une question qui nous touche profondément. Et participer à une activité comme celle-ci, pour moi, c'est une manière de révolter encore ma conscience pour parler plus de ces questions, pousser les décideurs à prendre des décisions qui vont dans le sens de protéger cette biodiversité. Quand on montre toutes ces photos, on voit vraiment que notre pays est riche en biodiversité. C'est très intéressant. C'est quoi la photo qui vous a plus impressionné? Quand je vois des gorilles, je dis oh, c'est extraordinaire. Quand je vois la photo de la forêt là-bas, je vois qu'on a pris ça de vue. Ah, je dis c'est fantastique à notre pays. Que Dieu bénisse notre pays. Directeur général, José Ilanga, vous nous dites que cette direction a été créée pour valoriser les forêts de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui ces forêts sont-elles valorisées? Ce n'est pas pour valoriser, c'est pour accompagner les efforts du ministère dans la valorisation des ressources forestières de la RDC, à commencer par l'utilisation et la gestion durable. Je ne pense pas que nous puissions, à l'heure d'aujourd'hui, dire qu'il y a des changements déjà sensibles.
Mais l'effort est en cours. L'effort est en cours pour vraiment arriver à valoriser, à consolider l'utilisation et à consolider la gestion à travers les outils de gestion comme par exemple l'élaboration de la politique forestière. La direction générale des forêts déjà... en fait aussi sa priorité pour aider l'autorité à doter les pays de cet outil important, puisqu'on ne peut pas parler toujours en termes du potentiel forestier élevé, mais il faut avoir les outils et les grandes orientations pour gérer ces ressources forestières passent par l'élaboration et la validation de la politique forestière de la RDC. Et je vais aussi un peu plus loin en disant la Direction générale des forêts s'attelle aussi à d'autres tâches qui puissent aider effectivement à la durabilité dans la gestion des ressources forestières. Nous pensons par exemple à des plateformes importantes comme les conseils consultatifs provinciaux des forêts, les conseils consultatifs nationaux des forêts dont vous avez assisté aux travaux et pour lesquels nous sommes en train d'opérationnaliser pour consolider l'implication de toutes les parties prenantes dans l'utilisation, dans la gestion et dans l'exploitation des ressources forestières de la RDC. Une gestion des forêts aujourd'hui sans politique nationale de gestion des forêts, comment ça se passe? Nous avons une loi qui avait déjà jeté les jalons de la gestion. Et la loi portant code forestier promulguée en 2002 annonce déjà l'élaboration de la politique forestière. C'est vrai que le pays a mis un peu plus de temps, mais qu'on se le dit, on a déjà ce qu'on appelle les documents techniques des politiques forestières. Et maintenant, il reste la phase politique, donc la sensibilisation au plus haut niveau, puisque pour que la politique soit opérationnelle et effective, il faut qu'elle soit promulguée par un décret du Premier ministre. La révision du Code forestier sera précédée alors cette fois-ci par une politique forestière. Comment vous fonctionnez maintenant sans cette politique forestière? Mais nous avons des textes. Nous avons des textes réglementaires qui, une fois compilés, ont servi à l'élaboration du document technique. Et maintenant, il faut passer à la phase politique de la grande sensibilisation, de l'implication de tous les ministères sectoriels et des partenaires au développement pour que nous puissions avoir alors une politique qui tienne compte de la vision du gouvernement, qui définisse les grands axes pour la gestion aussi bien des ressources, de la ressource bois d'œuvre que des autres produits forestiers non lignés qui doivent servir à l'économie forestière. Mais aussi, il ne faut pas parler seulement de l'exploitation. La politique forestière doit aussi définir des grands axes d'orientation à ce qui concerne la reconstitution du capital forestier, puisqu'il n'y a pas que l'exploitation. Quand vous exploitez, il faut penser aussi reconstituer, et ça aussi c'est une des grandes priorités pour le ministère de l'Environnement, et donc porté aussi par la Direction générale des forêts. Monsieur le directeur général, les forêts congolaises sous moratoire depuis 2005, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Il est impossible à la République démocratique du Congo d'arriver à remplir la troisième condition pour lever ce moratoire? Le moratoire institué par le décret 05/116 du 25 octobre 2005 avait un objectif bien précis. Il servait à assainir le secteur de l'exploitation forestière industrielle de la RDC. A-t-il été assaini réellement? Certainement, madame, puisque lorsque, à l'enregistrement des dossiers qui devraient subir le processus de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière, nous avions enregistré 156 titres pour une superficie dépassant 4 millions, 440 millions d'hectares de forêt. Et maintenant, à l'issue du processus de conversion, nous nous retrouvons avec 81 titres seulement, qui représentent moins de 10% de la superficie forestière de la RDC, estimée à l'heure d'aujourd'hui à 165 millions. Non, ça a été un processus, une initiative très positive. Nous sommes à la 16e année maintenant d'observation du moratoire, c'est-à-dire l'observation de l'interdiction
d'octroyer ou d'attribuer. Mais avec plusieurs tentatives de violation, si pas violation carrément, sur moratoire. Je ne pense pas qu'il y ait tentative de violation du moratoire. Il y a plutôt la confusion dans les chefs de certains partenaires qui ont cru à chaque avènement des politiques, il y a des ONG qui ont cru, madame, que le moratoire a été violé, mais qui n'ont jamais apporté la preuve de la violation de ces moratoires. La confusion est partie, entre autres choses, de la valorisation, je prends les termes repris dans la lettre d'injonction du Premier ministre au ministre ayant les forêts dans ses attributions, de la valorisation de 16 titres qui avaient subi le processus de conversion, mais rétrocédé à l'État congolais. Donc il n'y a pas eu une violation. Okay. La valorisation, ce n'est pas la réattribution ni l'attribution des nouvelles concessions forestières. Oui, c'est ça. Nous savons que la RDC, les forêts de la RDC sont sous moratoire, mais à un certain moment, on a vu même des ministres vivre à couteau tiré. C'était par exemple Eliott avec son successeur, ça ne marchait pas. C'est l'autre qui a accusé l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre qui a violé et tout ça. Et aujourd'hui, il y a encore certains rapports de ONG internationales. Je m'en vais citer par exemple les Greenpeace qui demandent l'annulation immédiate de 24 contrats de concessions forestières après analyse. C'est un faux rapport au niveau de l'institution. C'est quoi la bonne information? Les forêts. Mais madame, lorsque le ministère prend l'engagement vis-à-vis de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, qu'au 1er janvier 2019, les concessions ou les concessionnaires qui n'ont pas déposé leur plan d'aménagement, je dis bien déposé, leur plan d'aménagement auprès de la direction d'inventaire et aménagement forestier, perdaient automatiquement leur concession forestière. Je dis bien au 1er janvier 2019. Cela sous-entend tout simplement en bon français et en bonne compréhension que la date butoir c'est le 31 décembre 2018. Et lorsque vous vous rendez auprès de ces services spécialisés, vous constaterez que les 24 titres dont question dans ces rapports ont été sanctionnés par un rapport d'aménagement, sauf 4. Et pour les 4, le ministre ayant les forêts dans ses attributions a pris un arrêté au 18 janvier pour annuler les 4 qui n'avaient pas respecté les engagements. Donc pour nous, c'est un faux rapport qui ne tient pas. C'est peut-être publié avec d'autres ambitions cachées pour lesquelles nous ne pouvons pas nous attarder parce que en matière d'aménagement de concessions forestières, les processus se poursuivent normalement et je dirais même convenablement, conformément au texte existant. Le réseau national des observateurs indépendants qui a effectué sa toute première mission test dans la province de l'Équateur estime qu'il y a certains exploitants industriels que vous n'arrivez pas à encadrer convenablement. Donc il y a ce qu'on appelle de l'anarchie dans les secteurs forestiers qui constitue donc aujourd'hui un crime écologique. Maniema Union a été cité. Vous savez madame, il y a toujours à boire et à manger dans des revendications. Mais si nous disons que la gestion, les codes forestiers a institué une gestion participative des ressources forestières de la RDC, c'est dire que chaque parti qui constate quelque chose doit rapporter au ministère. Il y a un leader, madame. Exact. La politique d'exploitation forestière ou de gestion forestière dans ce pays incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions, qui joue le rôle de leader dans ces partenariats. Alors lorsqu'une partie sent qu'effectivement il y a un problème, il rapporte. Nous avons un observateur indépendant des forêts qui est là. Il peut rapporter et remonter l'information au niveau du ministère de l'Environnement parce qu'il est là. C'est une de ses missions, c'est constater l'illégalité dans l'exploitation forestière et faire part au ministère ayant les forêts dans ses attributions. Alors nous parlons de la gestion des forêts, mesdames et messieurs, apprenez à faire quelque chose pour sauver nos forêts qui constituent donc aujourd'hui une force écologique sur le plan international et qui impose la République démocratique du Congo au cœur des solutions relatives à la crise climatique. Nous allons prendre l'éco-créativité pour se retrouver juste après. Éco-créativité. En 18 ans d'expérience, Catherine Loseka, une trentenaire et mère de 2 enfants, customise le reste des ballots des friperies en différents objets décoratifs et paniers.
bakitunga oyo baetoko po nateka nazwa mbongo ya kobikela. Ce sont les fils d'emballage, des ballots dans les marchés souvent jetés, parfois vendus à vil prix par les vendeuses de tombola qui constituent la matière première du travail d'artiste et de Catherine. Lokola awa na Kinshasa biloko oyo toza penza na mai te oyo tokoki kosalela yango. Mais moi misala kaka oyo wana ya bakitunga mabende wana biloko wana tobikelaka na yango. Kofutela mwa bandako tozolia ka wana kosombela mbaka wana. Comment vous nous brossez le tableau de l'exploitation? Je commence par l'exploitation industrielle en RDC pour chuter par l'exploitation artisanale. Je ne sais pas dire lequel des deux modes est plus organisé. Mais il est un fait qu'à l'heure actuelle, le mode industriel cause moins de problèmes, moins de soucis à l'autorité qui gère les forêts dans ses attributions, qui a les forêts dans ses attributions, que le mode artisanal qui pose problème parce que quand on dit... en est à combien aujourd'hui les exploitants industriels des forêts actifs? Actuellement, il y a une dizaine de sociétés industrielles qui ont au total 57 titres opérationnels, disons une soixantaine de titres opérationnels, mais dans les artisanaux, avec la politique de décentralisation, il nous est difficile à cet instant de déterminer, mais il y en a plus d'une centaine qui coupent, dont les uns sollicitent les permis de coupe auprès des provinces, donc à travers les coordinations provinciales. Mais il y a d'autres qui coupent illicitement, sans papier. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que tout se passe dans le désordre. Non, il revient au ministère, et ça c'est déjà chose faite, de renforcer les capacités de contrôle forestier. Vous avez donc du mal à contrôler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque? Il faut plus de moyens, il faut plus d'outils. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour bien encadrer? Le pays étant ce qu'il est, c'est un sous-continent comme on nous l'a dit. Il faut suffisamment de moyens conséquents. Nous avons des fortes sensibilisations aussi parce que certaines communautés indexent aussi certaines autorités qui sont impliquées dans l'exploitation illégale. Et il ne faut pas seulement dire que tel mode d'exploitation est dangereux pour l'exploitation des bois d'œuvre. Il faut encadrer. Nous avons instauré des systèmes des associations des exploitants forestiers artisanaux au niveau de province pour qu'on puisse les encadrer comme il se doit, on puisse les stabiliser quelque part, avoir une adresse physique et partant, suivre aussi l'exploitation, quel type de documents ils ont, les bois qu'ils coupent, est-ce qu'il s'agit d'un bois légal, puisque quand vous coupez sans titre, sans permis, c'est un bois illégal. Est-ce qu'ils respectent les normes d'exploitation? C'est un artisanal sur papier et sur terrain, il est industriel. Voilà, donc oui, industriel, vous savez, quand on parle de l'industriel, on définit le contour de ce qu'on entend par une exploitation industrielle. Oui. Quel type d'outils, quel type de papier, quelle démarche pour commencer l'exploitation. Je prends un exemple. Une société qui n'a pas une unité de transformation à travers le territoire congolais ne peut pas exploiter du bois. C'était même un des critériums lors de la conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière. Ne peut pas prétendre être un artisanal avec un bulldozer ou une pelle chargeuse. Donc je crois, là on revient sur ce que nous venions de dire. Il y a un besoin, effectivement un besoin réel de renforcer les capacités de contrôle et d'intervention de nos services au niveau des provinces pour essayer de juguler cette exploitation artisanale illégale et aussi contrôler comme il se doit l'exploitation industrielle. Nous sommes dans l'environnement, nous allons tous apprendre quelque chose. Prenons cette rubrique qui nous renseigne plus sur le domaine environnemental. Concept vert. L'éco-certification, procédure qui garantit un produit ou un procédé de fabrication prend en compte, selon un cahier de charges correspondant, la protection de l'environnement, par extension, la garantie elle-même. L'éco-certification implique de la part des opérateurs économiques une adhésion volontaire au cahier de charges.
parlant de la gestion de nos forêts aujourd'hui, vous le savez, les forêts qui constituent une solution pour le climat. La position de la République démocratique du Congo, renforcée par la découverte des tourbières, vous êtes le directeur général qui gère la direction générale des forêts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Quels sont les grands défis aujourd'hui du pays? Non, les grands défis en matière de la lutte contre les changements climatiques à travers la gestion de nos forêts. Ces défis ont déjà été, depuis la publication du Code forestier, pris en compte à travers cette loi. Vous savez, la loi portant Code forestier définit 3 catégories de forêts. Il y a la forêt de production permanente, avec ses 2 modes d'exploitation, industrielle et artisanale. Il y a les forêts protégées, que vous trouvez essentiellement dans les réseaux d'aires protégées. On ne touche pas, on n'exploite pas. À cette catégorie, il faut ajouter la catégorie des concessions de conservation. Et enfin, il y a les forêts classées. C'est dire que sur le territoire forestier de la RDC, il y a un potentiel important de forêts qui ne sont pas et ne seront pas exploitées comme les forêts classées. Et qui vont toujours continuer à jouer un rôle important dans la lutte ou dans l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Parce que, comme vous le savez, la forêt, c'est un élément important pour lutter contre les changements climatiques, parce que la forêt séquestre un des gaz à effet de serre appelé dioxyde de carbone. Et ça, c'est c'est dire que nous avons un potentiel forestier important qui puisse permettre à la RDC de lutter durablement contre les changements climatiques. Mais ajouté à cela, il y a un autre mécanisme international auquel la RDC a adhéré. C'est le mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des terres forestières. En sigle RED. La RDC, c'est un des pays pilotes à travers le monde. Et partant ces mécanismes, elle a réussi à classer un certain nombre de forêts qui vont considérablement. Donc, notre contribution est là depuis des années. Elle restera et sera aussi consolidée pour permettre à notre pays de participer à cet effort mondial, mais également, comme disent les autorités, la haute hiérarchie du pays, contre compensation. Alors, monsieur le directeur général, nous parlons de la gestion des forêts. Nous voulons aussi savoir les types de sanctions qu'il y a dans ces secteurs lorsque la personne va à l'encontre de la loi. Madame, les codes forestiers, je disais tout à l'heure, le code forestier, c'est une loi innovatrice. Il y a tout un chapitre de sanctions. Oui, mais quel type de sanctions aujourd'hui? Est-ce que ce sont des sanctions aussi à la hauteur des faits? Il y a des sanctions qui, je peux dire, à l'extrême, lorsqu'on constate que la faute est vraiment lourde et qu'il y a non-respect non seulement des dispositions du code forestier, mais des normes d'exploitation forestière, l'administration forestière peut saisir la justice, laquelle de son côté va saisir l'outil d'exploitation forestière. Ça, c'est une des sanctions lourdes. Et plus que ça, le ministre ayant les forêts dans ses attributions, motivé par les enquêtes menées sur le terrain, peut aussi, au nom de la République, retirer les contrats de concession forestière et donc arrêter définitivement l'exploitation de ces blocs forestiers. Combien de fois ça s'est déjà passé de la sorte? On a eu les premières grandes décisions ont été prises lors du processus de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière, dicté par les moratoires. Là, c'est même la deuxième condition. Non seulement faire aboutir le processus, mais résilier tous les contrats qui étaient, entre guillemets, illégaux. On a résilié tous les contrats et aux exploitants récalcitrants, on a saisi leurs outils de production. Et c'est la seule grande décision et cela continue et continuera toutes les fois que le ministère constatera des fautes lourdes. Mais ce que j'aurais bien voulu aussi, c'est que quand on dit un mode d'exploitation,
à l'exception de l'exploitation, les modes artisanaux, qui ne bénéficient qu'aux nationaux artisanaux. Mais lorsqu'on passe au mode industriel, ne faisons pas le distinguo des nationalités, des couleurs, de ceci, des origines. Non. Quiconque remplit les conditions, négocie et signe les clauses sociales avec les communautés, produit le plan de gestion et signer un contrat de concession forestière avec le ministère ayant les forêts dans ses attributions. Aujourd'hui, nous pouvons savoir quel type de sanctions court le sujet chinois qui a été arrêté à Ingende, en dehors de sa concession en fait, où il exploitait certaines essences. On a ouvert une enquête au niveau de la province de l'Équateur, madame, comme vous savez. Il aurait coupé du bois en dehors de sa concession. Il a été amené en Bandaka, Manu Militari, menotté. Et maintenant, l'enquête... Mais en procédure de flagrance, ça devait prendre autant de jours. Mais il faut constater la flagrance. Il ne faut pas seulement dire qu'il a coupé au-delà. S'il a coupé, c'est une flagrance. On prendra des sanctions en fonction Vous avez foi que ça va aboutir à quelque chose de sérieux? Madame, c'est la loi qui doit nous dicter la conduite à prendre dans l'exploitation et de la gestion durable de nos ressources forestières. Mais vous, qu'est-ce que ça vous dit déjà? Tant que, ce n'est pas que je suis un saint Thomas, non. Nous attendons les rapports avec des images à l'appui. Nous voulons que les services spécialisés, techniques, nous retracent effectivement que la société est sortie de ses limites, que nous connaissons, parce qu'on ne sait pas signer un contrat de concession forestière s'il n'y a pas une cartographie de la concession. Sinon, on se donnera toutes sortes d'exploitations illégales. Mais dès que nous avons les preuves, les services spécialisés comme la DIAF, comme la direction de la gestion forestière, vont préparer un rapport. Mais qu'est-ce qu'il risque au cas où les faits s'avéraient vrais? S'il s'avérait effectivement qu'il est sorti de ses limites, ça c'est une faute lourde. Dans quelques instants, nous allons nous séparer. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre de votre passage sur ce plateau écran vert? Non, d'abord vous remercier de venir vers nous. Nous souhaitons effectivement communiquer avec vous, puisque peut-être qu'il y a une carence de communication quelque part. Vous savez, le ministère de l'Environnement, en termes de gestion forestière, fait beaucoup de choses. Et je dirais même que la RDC, au niveau de certains traités comme la Comifac, se trouve être un bon élève. Je vous ai cité le cas du mécanisme RED. Partant, nous vous demandons de passer les informations, que ça passe, que la population soit sensibilisée et qu'au vu d'une grume qui passe sur la grande chaussée, que les gens ne soient pas scandalisés. C'est un travail qui s'est fait, une exploitation qui s'est fait de façon assez réfléchie. Et le ministère est en train de fournir un effort de titan et la direction générale des forêts est là comme technicien spécialisé pour fournir les informations à temps réel et comme il se donne. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Certainement que vous attendez à son idée pour la planète. Il est notre invité et nous aurons son idée pour la planète dans quelques instants. Nous allons prendre son idée dans son bureau. Merci, à tout de suite. Merci, madame. Mon idée pour la planète.